Salut à tous, épisode 10 avec la Trek Segafredo. On va poser un petit peu les bases de la suite de la partie, puisqu'il y a un Tour de France qui nous attend juste derrière, en jouant le Tour de Suisse avec Bauke Mollema comme leader. Ensuite, on ira à la pêche au maillot distinctif sur les championnats nationaux, et puis après, on parlera un petit peu de quelques évolutions de coureurs, même si là, le recul est moindre par rapport aux autres carrières, puisqu'il y a 6 mois d'ancienneté de partie, mais il y a quand même eu des petites choses à signaler. Voilà, donc j'ai mis le sommaire ici pour le minutage. Si vous voulez aller directement à un endroit ou à un autre, il est clair qu'on a Tour de France en tête avec Mollema et Nibali, hein, à savoir dans quel ordre, je pense que c'est les circonstances de course qui le diront. En tout cas, en attendant, il y a un petit Tour de Suisse. Alors, c'est vrai que sur ce Tour de Suisse, il n'y a que Gianluca Brambilla qui accompagnera Mollema sur le Tour de France. Les 5 autres ne seront pas du Tour de France, puisque j'avais emmené Moschetti, par exemple, sur le Giro. Il ira ensuite, je pense, sur la Vuelta. Euh, pour ce qui est d'Elisonde, c'est un petit peu la même chose, je pense. Voilà. Et Nicolo Conci, je regarde de près celui-là, parce qu'il y a quand même une petite progression qui peut être intéressante, qui peut annoncer un puncher de qualité à suivre. En tout cas, pour le moment, c'est pas non plus dément, et donc ça vaut pas le coup de trop s'enflammer. J'ai gardé Quinn Simmons au chaud, parce que pour les histoires de jours de course et compagnie, il était mieux de ne pas l'aligner sur le Tour de Suisse, sinon l'aligner sur le Tour de France eût été dommageable, parce qu'il aurait eu un pic un peu décalé. Voilà, bref. Comme toujours, la petite cuisine où on compte les jours de course, où on essaie de faire en sorte que les types arrivent quand même avec la plage la plus élargie possible sur le Tour de France sous pic de forme. Et donc sur ce prologue, Mollema doit déjà ne pas être ridicule, ne pas perdre ses illusions au moins sur ce prologue. Ça va être chose faite, hein, il va faire un temps qui sera relativement honnête. Et puis après, c'est vrai on a des petits arguments, hein, à faire valoir, hein, sur des étapes, notamment pour Puncher. Vous voyez que par exemple, ce prologue était vraiment réservé aux spécialistes. Voilà, par exemple, sur l'étape 2, et ce sera aussi le cas sur l'étape 3, on a vraiment des coups à tenter. Hein, donc, tous les favoris pour le général de type Thibaut Pinot, Egan Bernal, etc., ne sont pas forcément les mieux armés sur une étape comme celle-là. Donc c'est à nous d'essayer d'enflammer un peu pour aller chercher, comme je l'avais fait au début du Dauphiné, à l'épisode précédent, la petite victoire d'étape ou les deux petites victoires d'étape qui vont faire qu'on a sauvé notre Tour de Suisse assez rapidement en essayant de jouer avec un peu d'agressivité. Donc allons-y. L'équipe n'est pas folle, hein, sur le plan de la valeur, mais Mollema peut déjà faire de grandes choses avec les gars qui sont autour. On va envisager le final sans trop tarder, où l'on voit première difficulté suivie d'une deuxième dans laquelle il y aura peut-être quelque chose à faire, peut-être une offensive à mener. Donc on va regarder ça tout de suite. Il est clair que Mollema, à 33 ans, a encore de jolies notes. Je n'ai pas hâte du tout du moment où il risque de perdre en notes, peut-être. Hein, donc, il faudra essayer de faire croiser les doigts pour que le type ne perde pas trop, ne perde pas trop de notes, parce qu'il y a 78 en montagne qui est très intéressant, 79 en vallon également. On voit que Moschetti n'a pas tenu le coup. Il n'est pas le seul. On a quelques types comme ça qui souffrent dès lors qu'il y a quand même du pourcentage. Pourtant, j'entraîne Moschetti. Alors, Moschetti sera quand même un type qu'il faudra regarder de près. Euh, D'ailleurs, je vous avais parlé à l'épisode précédent qu'il y avait une histoire de prolongation de contrat ou pas. On va voir quand même Moschetti si le garçon est exploitable ou si en gros il ne sert qu'à gagner des sprints sur le plat, quoi. Hein, parce que moi j'ai plutôt une préférence pour les sprinters qui sont capables de passer un petit peu les bosses, hein, pour essayer d'aller chercher comme ça des étapes. On va essayer de partir, hein, je l'avais dit, sur ce final d'étape avec Mollema et Gianluca Brambilla, que l'on va faire ensuite rouler à blinde
pour emmener Mollema le mieux possible. On a Tadej Pogacar qui n'a pas choisi de suivre ou alors n'a pas pu suivre. Hein, quand même, faut dire l'attaque des Trek Segafredo était assez vive. Et on va aller conclure cette étape-là. Voilà, après un joli travail de Brambilla, c'est Mollema qui va la prendre. Alors pourquoi est-ce que je la laisse pas à Brambilla? J'aurais pu, hein. J'aurais pu la lui laisser. Je préférais prendre la bonification avec Mollema. Des fois qu'on se retrouve après sur une situation un petit peu serrée dans le final de ce Tour de Suisse, ce qui n'est pas à exclure, hein, ça peut arriver. Donc la moindre seconde parfois peut jouer, surtout qu'après on va se retrouver avec un énorme contre-la-montre là à l'étape 7. Il est vraiment joli. Donc ouais, à voir. À voir. Dommage pour Brambilla, mais en même temps, t'es équipier. Moi j'aime bien respecter un petit peu la hiérarchie. En général, j'ai un leader et sauf sur les grands tours où on peut parfois octroyer une victoire d'étape à un équipier, mais sinon c'est vraiment le leader qui doit ramasser. Hein. C'est son rôle, c'est à lui de prendre les victoires. Il est payé pour gagner. Voilà. Donc, et l'équipier est payé pour être équipier. Moschetti, de nouveau, semble souffrir un petit peu sur une étape qui est un peu moins difficile que la veille. On est sur l'étape 3. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourrait peut-être pas, maintenant qu'on on a déjà notre victoire d'étape, donc ça va. L'objectif personnel, il est déjà rempli. On surveillera le général pour Mollema, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller faire un petit coup double, mais cette fois-ci en emmenant Moschetti, quoi. En tout cas, c'était vraiment le truc qui m'a occupé l'esprit. La difficulté ici, voilà, dans le final, n'était pas immense. Il y a peut-être moyen de jouer le coup pour notre sprinter maison. Donc, à voir. Allez, on y va. Ça grimpouille un petit peu, mais il y a quand même moyen d'emballer les choses. On est à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée, voilà. On a fait travailler un petit peu certains équipiers que vous voyez complètement largués. Et on pourrait même, à ce stade-là, puisque c'est le seul qui reste, demander à Mollema de travailler carrément pour Moschetti. Hein, ça bon, c'est un peu rare, mais ça se fait. Et on va comme ça emmener notre Italien. Voilà. Allez, ça fait plaisir. Il n'en a pas gagné beaucoup, mais on va dire sur un relatif manque de vigilance de certains des tout meilleurs sprinters, notamment Sam Bennett, Caleb Ewan, c'est largement supérieur à Moschetti. Hein. Mais bon, en l'occurrence, c'était bien d'arriver à gagner avec Moschetti, dont je regrette, mais j'en parlerai en fin d'épisode, que la progression finale n'est pas démente. Je me serais attendu à ce qu'un coureur comme celui-là explose un petit peu plus vite. En l'occurrence, il a glané un petit point en accélération et un petit point en sprint, quelque chose de cet ordre-là. Il reste difficile à exploiter tout de même sur du terrain vallonné, quand même en général, même si l'étape précédente était un peu un contre-exemple. Ouais, je suis un peu encore dubitatif sur l'utilisation qui peut être faite de Moschetti, parce qu'en fait, mon point de vue, c'est que bon, soit on est sur un tour comme celui-là, hein, donc sur lequel à la limite il y a moins d'enjeux, il y a moins la nécessité de compter chaque équipier et de vraiment faire des choix pour surtout aider le leader du général. Emmener Moschetti sur un tour, c'est presque synonyme, même si c'est pas le cas ici et qu'on a réussi à en prendre une, mais ça n'est que le Tour de Suisse. Ça veut dire qu'implicitement on emmène aussi de quoi faire un train, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai plutôt un goût, moi, pour les sprinters qui sont capables plutôt de se débrouiller tout seuls, quitte à avoir une note de sprint un petit peu moins forte, mais qui sont capables soit de gagner en prenant une roue, soit de finalement s'appuyer sur le travail des punchers, soit de conclure une étape sur laquelle les meilleurs sprinters n'ont pas réussi à passer, d'où l'intérêt de passer les bosses, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, on est déjà à l'étape 4, et à cette étape 4, on sent venir, parce que là, les équipes de sprinters sont un petit peu plus vigilantes, flamme rouge qui arrive, voilà, ça va sprinter, et cette fois-ci, le gratin est présent, vous voyez, hop là, c'est Gaviria, Sam Bennett, Caleb Ewan. Ah, on a enfin
Notre trio, avec même Arnaud Desmar, Nizzolo, Trentin, il y a du monde, hein, c'est pour ça qu'on est quand même content aussi de les voir. Donc victoire qui quelque part fait plaisir, podium qui fait plaisir sur ce top 4 parce qu'au moins on voit ils sont compétitifs, les tout meilleurs sprinters. Nous on a déjà été servis, donc il n'y a pas à pleurnicher. Et on entame maintenant une série d'étapes qui, par contre, vont décider du général, hein. Donc maintenant que les petites distractions de début de Tour de Suisse ont eu lieu, on va rentrer dans le dur avec un joli final, hein, pour cette étape 5. On aperçoit de jolies difficultés. Alors, je ne suis pas suffisamment proche de la Suisse pour savoir s'il s'agit du vrai profil qui était prévu en 2020. Puisque finalement vous savez bien que ce Tour de Suisse n'a jamais eu lieu. Pour autant, il n'a pas eu lieu, mais il y avait sûrement un profil qui était prévu, hein, par l'organisation. Je m'étais laissé dire que le 2021, du coup, utiliserait les mêmes profils d'étape que le 2020. Est-ce que le raccourcissement est dû, vous savez, à la proximité du Tour de France, qui a lui-même dû être avancé à cause des Jeux Olympiques? Je veux bien votre avis, si certains savent ça, mais en tout cas, c'est le truc que je me disais. C'est qu'il y a ces fameux Jeux Olympiques, hein, pour lesquels le calendrier a été avancé. Après, on sait qu'il y a des interrogations aussi sur la tenue de certaines épreuves des Jeux Olympiques, même si le Japon a dit que ça aurait lieu. On peut quand même se demander, vu le contexte actuel, si ça aura vraiment lieu. Bref, y a de grosses incertitudes, hein, sur la saison. Même si, là, j'ai entendu l'autre jour qu'Alaphilippe serait présent sur le Tour de Provence. Ce serait une de ses courses de rentrée. Enfin bon, encore une fois, avec des points d'interrogation tout de même. Allez, Kanchi est la meilleure arme, ainsi que Brambilla, pour essayer de soutenir Mollema dans ce final. Mollema souffre, hein, parce que la cadence est très très dure. Elle est menée par Carapace, qui travaille ici pour Egan Bernal. Et là, je me fais lâcher. Je me fais lâcher. Ah là là, qu'est-ce que c'est difficile. Je me fais lâcher sur cette énorme accélération de Carapace qui, honnêtement, a fusillé tout le monde. Là, il y a Bernal qui peut-être même a du mal à s'accrocher. Donc c'est sûr que là, l'alliage Carapace Bernal, c'est redoutable. Ça a même fait craquer Jimbo Visma, hein, donc c'est pas rien non plus. Moi, je vais essayer d'y aller doucement, mais il reste plus beaucoup de barres rouges. Donc on a compris la sentence, hein. Il y a que Bourman et Uran qui ont réussi à s'accrocher. Derrière, on est un petit peu battu, faut quand même l'avouer. On est un petit peu battu, que ce soit Pogacar, que ce soit Pinot également. Carapace a terminé son travail. Uran et Bourman pourront-ils faire quelque chose au moment où Bernal se décide à attaquer? Très bon comportement de l'IA, hein. C'est du tableau noir, le travail de Carapace préliminaire à l'attaque de Bernal. Il y a juste rien à dire, c'est parfait. C'est parfait. Derrière, on n'a plus qu'à compter les morts. Et en l'occurrence, ouais, c'était Kruijswijk, le Jumbo Visma. Pogacar aura toujours son punch habituel pour essayer de terminer. Carapace, même s'il était en défaillance ou presque, terminera devant nous. Bref, on a compris. Le Tour de Suisse s'est quasiment plié dès l'étape 5, puisque Egan Bernal a, bon, certes, n'a que quelques secondes sur Uran et Bourman, mais la démonstration de force, elle est claire, hein. Donc Uran conserve tout de même le maillot de leader à ce stade-là, étape 6 maintenant, avec encore une fois de jolies ascensions, une arrivée quand même au sommet ou presque, hein, il y a un petit replat léger, mais voilà, ça précède une étape 7 qui sera un contre-la-montre. Un contre-la-montre avec une bosse au milieu. Et assez long, hein, donc intéressant à disputer. Pour l'heure, on va essayer de limiter les dégâts et de sauvegarder une place dans le top 5 pour Mollema. Ce serait pas mal d'être top 5 sur ce Tour de Suisse. Déjà, ce serait un joli résultat. Mollema, dans cette saison, n'a pas été mauvais, hein.
Il n'a pas été mauvais du tout. Je crois il a une jolie perf sur Paris-Nice, hors pic de forme, et ce malgré un contre-la-montre où il avait eu un bon vieux -4 de forme du jour, qui était déterminant, quoi. Et derrière, il y avait eu cette jolie réaction pour Mollema sur le Tour du Pays Basque où il s'était imposé. Donc, pas trop mal. Derrière, je crois qu'il y a une place à la Flèche Wallonne, pas ridicule. Euh, voilà, il ne fait pas une saison dégueulasse du tout, le Mollema, hein. Au contraire, hein, il est plus que honorable. Et sur ce Tour de Suisse, ce serait intéressant aussi de poursuivre la cadence, à savoir accumuler de jolis perfs, arriver au Tour de France ensuite avec un pic que j'ai prévu pour Mollema le matin de l'étape 5. Alors, si vous avez déjà regardé le profil du Tour de France 2021, parce que c'est celui-là que je vous proposerai, euh, Tour de France 2021, à l'étape 5, c'est un contre-la-montre. Un contre-la-montre dont je vous reparlerai forcément au prochain épisode, mais qui est très intéressant. Il est très intéressant à jouer. Je le comparerais quelque part dans l'esprit un peu au contre-la-montre de Pau en 2010. Du coup, maintenant, je sais plus. 2019. Celui qu'Alaphilippe avait gagné, là. Ça paraît être un contre-la-montre accessible au puncher, hein, et sur lequel justement quelqu'un comme Julien Alaphilippe, même s'il a déclaré ne pas aller sur le tour pour le général, on a lu ça il y a quelques jours, tout comme Thibaut Pinot qui a déclaré qu'il n'irait pas sur le Tour de France là en 2021 et que ce serait Arnaud Desmar le leader de la Groupama FDJ puisque Pinot ira sur le Giro. Enfin, je ne sais pas ce que fera Gaudu, vous me direz peut-être. Mais en tout cas, Pinot sur le Giro en 2021. Ouais, ce contre-la-montre, en tout cas de l'étape 5, il annonce bien les choses. Et un coureur comme Mollema peut ne pas y être ridicule. Donc c'est pour ça que je pense qu'on garde toutes nos chances. Ouais, là, c'était juste. Hein. Vous avez vu cet enfer qu'on vit à ce sommet-là de cette étape 6. Franchement, il y aurait eu une accélération des favoris là. C'était mort pour Mollema. Heureusement que ça a rouloté un peu doucement. Ça a permis de garder le contact avec le groupe de favoris, mais on était à 2 doigts de la rupture. Faut dire le -2, le -2 te fait très très mal, hein, dans ces circonstances-là. Donc il va y avoir maintenant une petite ascension vers l'arrivée. On a, a priori sur ce type d'arrivée-là, un peu dans le viseur, quelqu'un comme Pogacar, à mon avis, hein, sous ses qualités de punch. Pogacar peut faire très très mal. Après, dans le jeu, on sait que Bernal peut aussi largement s'imposer sur ce type d'arrivée. Parfois même Thibaut Pinot peut jaillir. C'est assez... bon, voilà. Mais dans la réalité, c'est plutôt Pogacar qu'on regarderait, je pense, sur ce groupe. Et ben ça va être le cas. Ça va être le cas, on va se faire tous un peu surprendre, même si Mühlberger n'aura pas été loin de reprendre Pogacar. C'est quand même une victoire pour le Slovène. Mollema, j'aurais pu être un peu plus agressif sur la toute fin avec Mollema, je pense. Je vais peut-être prendre la roue de Pogacar, mais bon, pas grand-chose quand même pas grand-chose à espérer, hein. C'est déjà bien d'être quatrième là au général à ce stade-là, avant l'étape 7. Je suis assez satisfait de ça parce que on est très très joli contre la montre là. Avec évidemment la parole aux grimpeurs, puisque on a de très très forts pourcentages dans cette première partie du contre-la-montre, qui est une ascension quasiment tout du long. Et ensuite, c'est une descente. C'est amusant à gérer ça dans le jeu. C'est très amusant à gérer parce que on peut évidemment se permettre de bouffer pas mal de barres jaunes avant d'arriver au sommet. Puis après, tout est dans le calcul de ce qu'on va consommer comme barre jaune dans la descente, sachant qu'il y a de nombreux passages de la descente sur lesquels on ne consomme pas de barre jaune, a fortiori si on a un bon descendeur. Donc c'est assez intéressant. Moi, je me suis un peu testé sur les équipiers, hein, comme d'hab. Petite forme du jour à 0 pour Mollema. 0, je prends, hein. Ça me va. Ça me va bien. C'est largement mieux que -4. Donc, ouais, l'idée, c'était un peu de faire du 74
sur une partie de l'ascension, alors évidemment, on va se faire bouffer par Bernal, hein, mais ça, c'est pas très grave à la limite. Il court pas dans la même catégorie là sur ce Tour de Suisse. on n'est pas on n'est pas d'égal à égal, notamment parce qu'on a une équipe un peu plus faible qui nous a coûté un peu des secondes ou des dizaines de secondes sur notamment l'étape 5 et l'étape 6. Mais par contre, sur la performance pure, vous voyez, j'accélère légèrement à mesure qu'on approche du sommet. 75 vers là. Je pense qu'il y a moyen, en tout cas, voilà, d'accepter de bouffer un peu plus de barres jaunes que ce qu'on devrait, sachant qu'on va pas forcément en perdre énormément dans la descente. Donc, à voir tout ça. C'est à voir. Je pensais en deçà d'un certain pourcentage en descente qu'on garde notre barre jaune. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai trop mangé. J'en ai trop mangé, du coup, je me retrouve... Alors certes, il y a des passages sur lesquels Mollema ne consomme plus grand-chose, mais il y a aussi des passages sur lesquels, bah, à la toute fin, il en manque, quoi. Il en manque. Et donc, la perf n'est pas dégoûtante, mais elle n'est pas bonne. Manu Bourkman qui va arriver, puis il y aura aussi Uran qui va arriver derrière tout ça. Est-ce que ces deux-là vont réussir à embêter Egan Bernal par rapport au général? Ben, j'ai envie de dire pas vraiment. Oui, les écarts sont quand même assez conséquents. On va reculer hein, au général, on va être 7ème sur cet état, au général à l'issue de ce contre-la-montre qui nous aura fait relativement mal. Mais c'est pas grave, il y a encore de l'espoir. L'étape 8 est courte. Elle est courte, mais elle peut permettre tout de même de faire des choses. Alors moi, j'ai surtout essayé d'envoyer quelqu'un déjà devant. J'ai même essayé d'envoyer 2 hommes, pour être précis. J'ai envoyé Conchi dans un premier temps, mais ça marchait pas trop. Du coup, j'ai contre-attaqué avec Brambilla. L'échappée est dure à prendre parfois. On le sait, hein, sur PCM, en niveau extrême. Il arrive que ce soit délicat. Voire même, c'est souvent le cas. Et ben, c'est bien, ça renforce un peu l'intérêt. Donc, Conchi, je vais quand même essayer de le faire repartir derrière. Parce que Brambilla me semble pas être dans un bon jour. Vous avez vu sa petite note du jour, elle est pas fameuse. Peut-être qu'il pourrait aider Conchi à survivre et à lui par contre vivre plus longtemps dans l'échappée. Tiens, Tige Benoît, pourtant membre du top 20 au général, fait partie de cette échappée. Lutsenko est également présent. On passe au sommet avec déjà un certain retard parce que Conchi en fait n'en peut plus. Alors certes, il va récupérer le groupe des échappés, des tout meilleurs échappés là, un peu plus tard, mais on sent que Conchi est vraiment just. Hein. Il a vraiment du mal à suivre. D'ailleurs, l'échappée se délite. Les tout meilleurs sont largement devant maintenant. Voilà, il y a quelques coureurs comme ça qui sont partis. On perçoit Lutsenko qui essaie de rejoindre ici l'homme de tête. C'est quoi? C'est Karsi, hein, c'est ça? Quelqu'un comme Hugh Carcy. En tout cas, donc, Conchi, on sent que c'est foutu. Hein. C'est foutu pour aller au bout à ce stade-là. Donc, mon plan initial, c'était de poser quelqu'un devant, voire même 2 types, s'ils en étaient capables, de les poser à l'avant et de servir de relais à notre ami Mollema, dans l'éventualité de tenter un petit putsch sur la fin de l'ascension, quoi. Voilà, ça aurait pu être sympa. Là, en l'occurrence, ça va être rendu un petit peu difficile parce que même si Conchi est dans le groupe de tête, on a bien vu qu'il était très loin d'être le plus fort, il peut se faire larguer dès lors que les autres accélèrent, surtout que l'ascension ici est excessivement difficile. Le peloton est en train de réduire l'écart, même si le nombre de coureurs dans le peloton se réduit également, mais il y a une vraie belle accélération de certaines équipes. On a observé la Groupama FDJ, la Jumbo Visma. Et là, en fait, ce qui va être difficile pour Mollema, c'est qu'on a Pogacar qui allume une première mèche. Alors attention, hein, très belle forme du jour pour Mollema. Hein. Dans ces conditions-là, Mollema doit rivaliser. Hein. Mais il n'est pas question non plus de se brûler, quoi. Il n'est pas question de se brûler. Il faut surveiller les départs, il faut surveiller les contre-attaques, sans pour autant faire trop de boulot, parce que c'est pas à nous de bosser. C'est à Carapace de travailler pour Bernal. C'est pas à moi d'aller chercher Pogacar. Donc, tiens, on a repris l'échappée, donc on a Conchi qui peut aider Mollema. Donc, jusque-là, pourquoi pas. Puis on va peut-être, allez, tenter notre coup. Il faut quand même le tenter à un moment donné, non?
Qu'est-ce que vous en dites? Ben ouais, mais pour le tenter, il faudra avoir de la barre. Donc je vais tenter quelque chose en effort curseur, histoire de voir si les tout meilleurs peuvent suivre Mollema. C'est le cas, Pinot, Bernal, Carapace, qui nous fait un groupe de 4 hommes, comme ça, qui est devant, avec une trentaine à peu près d'avance sur le reste. Donc il y a peut-être des secondes à gagner et des places à gagner au général, hein, sur cette étape-là pour Mollema, c'est-à-dire en gros réintégrer le top 5 semble quelque chose d'envisageable, surtout au regard de la bonne forme du jour. Après, j'ai pas dit qu'on pensait à la victoire finale, c'est impossible, hein. Mais au moins essayer de prendre une place au général. Voilà, attention aux accélérations. Ah là 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 là. Je me fais, euh, je me fais avoir parce qu'en fait, je n'accepte pas de partir en attaque ou en contre-attaque. Je préfère rester en effort curseur sur ces situations-là. On a Bernal qui est parti, Pinot qui travaille, Uran, Carapace, Kresoik, Pogacar qui, bah écoutez, font ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'il y a un gros rythme qui est mené ici. Mollema, même sur un bon jour, Mollema a quand même bien de la difficulté à suivre. Pinot ne reprend pas Bernal, hein. L'IA gère somptueusement bien Egan Bernal. Il n'y a pas grand chose à redire. Allez, on tourne à gauche et derrière, ce sera l'arrivée. Donc nous, évidemment, on va essayer de s'accrocher. Voilà, victoire d'étape pour Egan Bernal devant Tadej Pogacar et Thibaut Pinot. Mollema semble avoir sauvé, oui, son top 5. Donc voilà, c'est bien ça, c'est une très bonne chose. Il y aura quand même quelqu'un qui aura régné, mais sans conteste, sur ce Tour de Suisse, c'est Egan Bernal. À voir s'il va nous refaire la même sur le Tour de France après. On sait qu'un Tour de France, ça n'a rien à voir. Il y a moyen de déstabiliser les tout meilleurs de façon un petit peu différente. Quatrième place au final pour Bauke Mollema, je m'en satisfais. Deuxième Pogacar, hein, très beau podium. Donc oh, voilà, bah, ça va. C'est un Tour de Suisse qui m'aura confirmé que Mollema est capable de très bien faire. Il va lui falloir par contre une meilleure équipe autour, mais il l'aura si jamais c'est cette carte-là qu'on joue sur le Tour de France qui suit. Et puis par contre, vraiment, Ineos, quand comme ça la stratégie est bien menée, il n'y a rien à faire. Strictement rien à faire. On se dirige donc à présent vers les championnats nationaux, hein, puisque Tour de Suisse ne faisait pas partie de nos objectifs, mais en revanche, on doit performer sur le championnat national d'Italie sur route. Donc là, ça va être une suite de... J'en ai joué 5. J'ai joué Danemark, on va commencer par celui-là. Danemark, où Mats Pedersen est annoncé favori. Après, ce qu'il faut voir, c'est la manière dont la course se passe, la manière dont les équipes travaillent. En l'occurrence, la principale difficulté que j'ai rencontrée sur ce championnat du Danemark, c'est que personne n'acceptait de travailler pour reprendre l'échappée. Donc il a fallu que je sacrifie Niklas Hey et Alexander Kamp pour essayer à un moment donné de rouler très fort pour que Pedersen n'ait plus qu'à faire le jump final pour essayer de reprendre l'échappée, mais en dépit de tous les efforts de mes équipiers, ça reste quand même bien délicat. En plus, vous allez voir, je vais tenter après de partir, hein, bien sûr, pour essayer de faire le jump vers l'échappée. Voilà, allez, on va y aller là. Hop là, très grosse accélération de Pedersen qui, suivi de Valgren, va peut-être amorcer quelque chose. Mais le problème, c'est, regardez, Valgren, il a tout donné pour suivre Pedersen, et derrière, il fait rien. Il collabore pas vraiment. On est à moins de 10 bornes de l'arrivée, il reste plus d'une minute. Ça sent mauvais, les hommes de tête sont une dizaine. C'est compromis. C'est compromis à ce stade-là. On a beau faire tout ce qu'on veut. Regardez, je m'en suis pas privé, hein, j'essaie de vraiment donner le maximum. Finalement, les autres nous reprennent, quoi. Les autres nous reprennent parce qu'ils prennent aucun risque, ils gardent toute leur force.
Puis derrière, après, s'il faut par contre sprinter pour reprendre Mats Pedersen, bah, là, il y a du monde. Alors, bah, c'est pas grave, hein, c'est le cyclisme. Le principal favori, celui que tout le monde regarde, celui qui a la fameuse pancarte, était absolument interdit de s'imposer. Ils ont préféré laisser une échappée se jouer la victoire. Ah bah écoutez, grand bien là en face. On n'arborera pas le maillot de champion du Danemark. Alors maintenant, on va voir si pour celui des États-Unis, il y a quelque chose à faire ou pas avec Quinn Simmons, qui a... C'est marrant comme il a évolué, hein. Euh, la World DB, donc sur laquelle cette partie est basée, hein, euh, voit davantage Simmons comme comme un puncher, bon, quand même avec une certaine polyvalence, mais la note en pavé, elle est quand même inférieure à 70, par opposition à, par exemple, la DB d'origine du jeu, ou que voir partie Movistar, ou voir partie Lotto Soudal, par exemple, ou Quinn Simmons, je crois que c'est dans la partie Movistar que Simmons, il a déjà dépassé les 80 en pavé. Donc, deux visions différentes de ce jeune coureur prometteur, observé, déjà un petit peu référencé en junior, puisqu'il a été champion du monde, n'est-ce pas? Euh, donc c'est un vrai espoir, hein, ce type, il est vraiment intéressant. Je me frotte les mains de l'avoir dans l'équipe et de pouvoir le développer. Et par contre, il y a une divergence apparemment entre le côté puncher et le côté classique flandrienne. Il faut pas s'endormir là. Parce que Simmons, on a laissé partir des types un petit peu dangereux. Alors il reste un petit peu de... On est sur Québec, le sempiternel. Hein. Il me l'avait pas vendu comme ça. Le jeu me l'avait pas vendu comme ça. Mais c'est un bon vieux Québec des familles qu'on se farcit là. Bon, après tout, pourquoi pas, une fois de temps en temps. Après, je ne joue plus en fait, ce Québec. Parce que maintenant, avec les variants de DF Trek là, donc allez, contre-attaque, c'est le moment, parce que si on se laisse endormir, on reprendra jamais le groupe là emmené, notamment avec, je crois il y a Warbaz dedans, il y a Sepp Kuss, notamment Dombrowski également. Faut absolument rentrer sur ces types-là. Sans cela, on est ficelé. En tout cas, je m'en méfie. Après, j'aurais pu essayer de profiter du travail des autres, mais j'avais vraiment peur que ça rentre pas en fait. Donc, allez, comme Simon c'était quand même relativement bon, il va réussir comme ça à rentrer, voilà, sur les quatre autres hommes de tête. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour qu'il y ait un regroupement arrivé. Du coup, je demandais à Rainen de bien bosser, puisque lui, il a repris de l'énergie, puisque ça roulait plus. Donc, changement de stratégie, puisque en gros, t'as repris l'échappée, ça roule plus. Du coup, allez, Rainen à bloc, et là, par contre, pas de cadeau, Simmons, tu y vas. Hein. Tu y vas, mon coco. Voilà, attaque ici. On sait que l'arrivée sera après cette difficulté. Donc, il faut finalement ne pas regarder en arrière, ne pas se relever et se contenter de sprinter, ou en tout cas, sprinter, c'est plus très possible. Il reste pas beaucoup de barres, mais il y avait un peu de barre jaune à un moment donné qui nous a bien servi pour s'imposer ici. Ouf! On a donc... j'étais content en fait d'avoir ce maillot. Non pas que ce soit le rêve de ma vie d'avoir le titre de champion des États-Unis. C'est quand même assez anecdotique. Mais c'est pas anecdotique quand on verra que du coup, il y a un joli maillot à lui donner à Quinn Simmons. Et donc, rien que pour ça, il fallait absolument l'avoir celui-là. Et maillot, on le découvrira, le maillot en question, on le découvrira dans l'épisode prochain. Voilà, puisque Simon sera sur le Tour de France, je vous l'ai déjà dit. En France, c'est Warren Barguil. En Espagne, c'est Alejandro qui s'est imposé. Voilà, de simulation hein, pour cela. Et on arrive à l'objectif. L'objectif, c'est sur le championnat d'Italie. Alors là, on a une belle équipe. Hein. On a une belle équipe. Il n'y a pas de quoi pleurnicher. Alors évidemment, si le profil n'avait pas été celui-là, j'aurais bien joué pour Moschetti. Ça m'aurait bien fait plaisir. Voire même pour Conchi. Ouais, mais sauf que vous l'avez peut-être reconnu ou pas, mais c'est quand même du profil Florence.
Profil de Florence, quoi. Donc, comment dire, celui-là de profil, il est vraiment, vraiment pas. Parce que c'est Rui Costa, hein, donc 2000 quoi, 14, c'est ça? 2014-2013. Rui Costa, qui s'était imposé là à l'époque, c'est un profil de championnat du monde. Et on joue le championnat d'Italie là-dessus. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa, hein. Ce profil est magnifique. C'est assez intéressant. Euh, il est plutôt à notre avantage, quelque part. Enfin, il est plutôt à notre avantage. C'est ce qu'on va voir. Mais si on considère qu'on a affaire là à un profil qui peut désarçonner les sprinters et privilégier quelque part un peu le grimpeur qu'est Nibali ou que peut être Ciccone, euh, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un avantage. Après, je suis pas totalement persuadé qu'on a un vrai avantage de fou parce que vous allez voir le comportement de Nizzolo, de Colbrelli, de Matteo Trentin, entre autres. C'est assez édifiant. Moi, ça m'a. J'avoue que j'ai pas tout compris en fait. J'ai pas tout compris. Toujours pareil, hein. Il y a comme ça parfois des courses sur lesquelles, sur Pro Cycling Manager, on se retrouve, là c'est un durcissement hein, par la Trek Segafredo, on l'a compris. Il faut durcir cette course que je veux éliminer les sprinters pour pas me retrouver à me faire déposer à la fin par quelqu'un. Euh, c'est assez étonnant parce que je peux le dire sans spoiler, ce variant là de championnat d'Italie, donc qui en fait est le mondial de Florence, euh, n'est pas assez sélectif vis-à-vis des sprinters. Ça paraît dingue de voir ça, de dire ça quand on voit le profil, mais c'est la réalité. Alors on voit Visconti qui... ah, évidemment, hein, une course sur laquelle Visconti est là. Visconti doit avoir 120 en note de baroudeur, parce qu'en fait, il fait que s'échapper tout le temps. Il est généreux. Il est généreux, il est au panache. Donc évidemment, on se réjouit plutôt de son offensive, puisqu'elle oblige un peu les autres à réagir et elle nous permet de faire encore un petit peu plus exploser le groupe. Donc parfait. Bon, après, on va le reprendre, hein, on va pas se faire mystère là-dessus. On a encore Brambilla, on a encore Ciccone. Il y a encore donc des hommes pour essayer d'emmener Vincenzo Nibali vers ce qu'on souhaite. Caruso est là, mais je vous dis, ce qui me turlupine, c'est pas tellement la présence de Caruso, c'est plutôt celle de Colbrelli, celle de Trentin, hein, bref, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et à la limite, Colbrelli, Trentin, j'ai envie de dire presque pourquoi pas, parce que les ascensions sont courtes. Au final, avec une super forme du jour, ça peut éventuellement passer. Cela dit, Nizzolo, je comprends pas. Parce que vous allez voir qu'il va être encore il va être encore dans le groupe. Voilà, là, hop, on l'a vu passer ici, juste derrière dans la roue de Visconti. Donc moi, je vais essayer de sortir ici, hein, pour essayer on est dans le dernier tour, donc si on fait pas la diff là, on la fera jamais. Hein, donc profitons en plus de la descente où on sait que Vincenzo Nibali est plutôt pas dégueu. Il y a moyen de faire quelque chose sur la descente avec Vincenzo. Ensuite, c'est un replat. Et derrière le replat, il y a une petite difficulté suivie d'une descente sur laquelle on peut un peu prospérer, mais pas non plus espérer de faire une différence de malade. Regardez-moi comme Colbrelli s'accroche, mais c'est pas possible. S'accroche comme ça à Vincenzo Nibali. Heureusement que sur l'accélération après, il devait plus lui rester de barre au coco là. Mais qu'est-ce que c'est difficile. C'est une descente mais dans laquelle on récupère pas trop. Hein. Là, moi, je suis à blinde et je peux plus attaquer. Hein. J'ai plus rien. J'ai plus rien pour attaquer. C'est tout sur la barre jaune. Hein. Avec aussi une belle endurance. Barre verte, pas ridicule pour Nibali. Bref, il va s'imposer, mais vraiment chaud, chaud, chaud. Et pas du tout envisageable de faire triompher que ce soit Ciccone ou Brambilla, c'était trop juste. Donc c'est Vincenzo qui aura son maillot de champion d'Italie, pourquoi pas. Après tout, en 2014, quand il avait gagné le Tour de France, il n'avait pas un joli maillot de champion d'Italie par hasard.
Donc je me dis peut-être. Allez, va savoir. Va savoir. Allons-y pour maintenant la Belgique. Il nous reste Belgique là, et après il reste les Pays-Bas à disputer. Pour la Belgique, on a un excellent coureur, on a un excellent candidat. C'est plutôt la profondeur d'effectif qui nous fait défaut, parce que Edward Teuns, c'est un peu juste. J'aurais bien aimé avoir un deuxième équipier en fait. Ça c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faudra penser au moment du recrutement. Prendre un deuxième Belge capable d'aider Stuyven à assurer ses titres de champion de Belgique. Parce que là, Teuns, c'est pas vraiment suffisant. Vous voyez, il va à un moment donné lâcher. On est quand même encore bien loin de l'arrivée. Il reste encore un petit peu plus de 3 tours là à accomplir. Et il est lâché le Teuns. Donc il va falloir se débrouiller avec Stuyven. Tiens, on aperçoit Ilan Van Wilder, justement, quand on parlait de petits Belges intéressants. Le petit Belge de la Sunweb ici. Alors évidemment, on a une idée des noms. Là, je me suis amusé à tester, voir si il était possible de déjà un petit peu affoler la meute ou pas. Donc après, j'ai laissé revenir derrière, évidemment. Pas se consommer trop, parce qu'on sait que si on se brûle, derrière, de toute façon, il y a des types qui vont rouler. Genre, c'est Thomas de Ghent là, qui roule pour Tim Wellens. On a Meurice qui est pas loin. On a Wout van Aert, bien évidemment. Avec Lorenz de Plus qui travaillait pour lui pendant une bonne partie de la course. Tige Benoît est présent. Oliver Nassen. En gros, il y a tous les Flandriens qu'on connaît. Et ils sont loin d'être ridicules sur ce parcours-là, même si ce parcours est plutôt vallonné, mais il est totalement... ce Pro Cycling Manager est totalement favorable aux Flandriens, il y a zéro problème, quoi. Zéro problème, Yves Lampart est également présent. Donc on a toutes nos chances. On a toutes nos chances au moment d'aborder le dernier tour. Dernier tour sur lequel une petite offensive se fait à l'avant du groupe de favoris. Il faut s'accrocher. Il nous reste plus énormément de barres, mais il faut absolument coller, pas se faire lâcher par cette accélération qui fut relativement violente. On va sur Seb Van Mark qui était complètement lâché du groupe. Allez, ça contre-attaque avec Lampart dans la roue duquel Van Aert a saisi l'opportunité. Meurice est là, Nassen dans la roue de Van Aert, Benoît, Wellens. Allez, ça contre-attaque. Ça contre-attaque, c'est pas Wellens, c'est Gilbert, autant pour moi. Là, il y a une petite bosse, là, voilà. Hop là, ça remonte un peu. Mais c'est là qu'il faut en avoir de la barre. Moi, j'en avais plus. Et là, maintenant, après, c'est une descente, faux plat descendant également, jusqu'à l'arrivée. Donc, ça va se jouer au sprint. Alors, qui est-ce qui va le plus vite dans ce groupe-là? Et à quel endroit est-ce qu'on a intérêt à lancer notre sprint? Voici les questions qui se posent très très rapidement dans la tête au moment d'aborder les tout derniers kilomètres. En fait, comme je vois pas lancer les choses, je me suis décidé à lancer avec Stuyven. Évidemment, qui est-ce qui a sauté dans ma roue? L'ami Van Aert, logique. Et donc, sur la ligne, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours le Wout qui va s'imposer de pas grand-chose par rapport à Stuyven. Après, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que avec ce que Stuyven a déjà ramassé dans la partie, moi je dis qu'on peut bien lâcher le titre de champion de Belgique. On s'en fout un peu en vérité. C'est juste dommage pour la beauté du maillot, mais je préfère garder mon quadruplé GPE3, Gand-Wevelgem, Tour des Flandres et Paris-Roubaix, si vous voyez ce que je veux dire. On aborde, tiens, en parlant de classique, on va avoir un autre monstre en face de nous, c'est Mathieu Van Der Poel, ici face à Mollema sur un circuit qu'on connaît. Les joueurs de PCM connaissent ce circuit, l'ont déjà joué un certain nombre de fois. Il est marrant, faut l'avouer. Il est marrant parce que il y a ce passage là qu'on voit. Le passage est très violent. Le passage est sympa, il permet de faire quelques petites différences. Il est pas bien long, mais alors bonjour le pourcentage.
Moi, je me suis décidé, une fois que j'ai compris que il y avait des équipes qui contrôlaient, notamment Jumbo-Visma, logique, ils veulent jouer pour Tennyson. Euh, une fois que j'ai compris, et Tom Dumoulin, une fois que j'ai compris que ça roulait suffisamment et qu'il n'y avait pas besoin d'assurer le train, contrairement par exemple au championnat du Danemark, je me suis dit qu'il fallait rester caché le plus temps possible pour essayer ensuite, une fois que les équipiers étaient clamsés, hein, d'essayer de faire une sortie comme ça. Comme ici, là par exemple, hop là, on sort avec Van Der Poel et par exemple, on prend la roue de Van Der Poel. Sauf que le type est intelligent, il arrête de rouler. Du coup, on se fait reprendre. Bon, attention le camion. Hop, 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 c'est une nacelle d'ailleurs. On a traversé un camion, tout va bien. Donc, deux fois encore la difficulté dont je vous parlais à passer. Il faut rester encore là à un peu compter nos petits éléments de barre. Voilà, ne pas se faire piéger par une attaque de Van Der Poel, bien sûr. Qui attaque d'ailleurs, heureusement que j'ai pris la roue. Mais voilà, moi ça me va par contre, hein. Si Van Der Poel veut attaquer avec Mollema dans la roue et aller emmener Bauke jusqu'au bout, moi je prends tous les jours. Tennyson a l'air d'être en bonne jambe ce jour-là. Allez, ça va, on tient. Il y a des attardés, hein. Faut pas croire qu'il y a des types devant nous là. C'est juste que comme on est sur un circuit, il y a pas mal d'attardés. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. C'est maintenant qu'on a toutes les cartes en main pour sortir dans les pourcentages les plus difficiles pour essayer de profiter de la supériorité de Mollema sur fort pourcentage. Allez, il y a moins de 10 secondes environ d'avance pour Mollema sur Van Der Poel. Il n'y a plus qu'à tenir le tempo jusqu'à la toute fin, ce qui va être chose faite pour le nouveau champion des Pays-Bas, Bauke Mollema, qui s'impose au nez à la barbe de Mathieu Van Der Poel. Donc, je suis plutôt content. En plus, ça va être sympa parce qu'on aura le maillot de champion des Pays-Bas sur le Tour de France. C'est une bonne nouvelle. Ça sera joli. Et puis en plus, dis-moi qui tu bats. Hein, c'est toujours pareil. Je te dirai qui tu es. Pendant ce temps-là, en Lettonie, pardon, c'est Tom Skynes qui n'a pas réussi à s'imposer. En revanche, en simulation, toujours, Alex Kirch prend le titre du côté du Luxembourg. Alex Kirch sera sur le Tour de France. Et si on fait un petit bilan à ce stade-là des objectifs, on est plutôt pas mal. On est plutôt bien, puisque on se retrouve avec presque tout qui a été réalisé. Maintenant, on a le regard évidemment tourné vers le Tour de France. Tour de France, Tour de France. Dont, pour déjà se mettre un peu dans l'ambiance, je vais vous montrer un peu l'aperçu. Il y a une première semaine qui commence par 2 étapes pour Puncher. On croirait, si on était mauvaise langue, on dirait qu'elles sont tracées pour Alaphilippe. Mais non, ça doit être un hasard, je pense. Et ensuite, la 3 et la 4, c'est clairement prévu pour du sprint. On va pas se raconter d'histoire. La 5, c'est ce fameux petit contre-la-montre que j'abordais précédemment, que j'évoquais pendant le Tour de Suisse. La 6, on peut penser à une arrivée au sprint. Et après, il y a quelques petites sucreries là. 240 bornes vallonnées. Ensuite, arrivée au Grand Bornand, ou que c'est coquin. Suivi d'une arrivée au sommet à Tignes, on est donc dans les Alpes. Là, bonjour. Hein. Ce petit triptyque là, il aura fait mal aux cannes. Derrière, Albertville, Valence, tout va bien. Là, on est quand même sur une étape où on va se taper 2 fois le Ventoux, hein, sur l'étape 12. Ensuite, 13, ça va. Pénard. Pardon, j'ai anticipé 11, 12, 13 maintenant. Nîmes-Carcassonne, donc ça c'est du sprint ou du baroudeur. Ah, celle-là aussi peut être pour les baroudeurs, mais sur PCM, elle peut aussi faire une belle bataille, ainsi que c'est arrivé aussi à Andorre-la-Vieille. Pour ce qui est de... Bon, la 16, elle est pas de la case Saint-Gaudin, elle est carrément classée baroudeur. Et l'arrivée, oh là là, ça va faire mal. Hein.
Sanary-Soulan, et ensuite arriver à Luzardiden. Comment vous dire la douleur qu'on risque d'éprouver à ce moment-là. Bref, tout ça ne serait pas drôle s'il n'y avait pas un petit contre-la-montre pour terminer à l'étape 20 avant l'arrivée sur les champs. Donc tout un programme. Je pense que ça va être du régal à jouer. Puis je ne vais pas terminer sans vous montrer ce que j'avais annoncé au tout début, à savoir quelles petites évolutions avec le style d'entraînement, je vous ai mis juste à côté en gris. On voit ainsi que Nibali, par exemple, vous voyez, il a perdu. Nibali a perdu de la note, hélas. Il a perdu de la note depuis son Giro vainqueur. En fait, c'est juste après le Giro qu'il a perdu un peu de notes, donc il va falloir faire avec. Jasper Stuyven, en revanche, il a un tout petit peu gagné. Vous voyez, à 28 ans, il a quand même encore trouvé le moyen de progresser. Donc c'est assez sympa de voir que quand même un coureur comme ça de top niveau peut encore glaner quelque chose. Pedersen aussi, il a progressé avec son entraînement classique du Nord, puisque il a monté sa note de plaine, vous allez voir. Hop là. Il a aussi, mais ça, c'est aussi très important, monter sa note d'endurance. Donc ça nous fait quand même de fort jolies notes, faut le dire. Ensuite, pour ce qui est de Mollema, déjà, la satisfaction, j'utilise l'entraînement baroudeur pour lui, parce que ça me permet de, en tout cas j'espère, perdre le moins de notes possible. En l'occurrence, il n'a pas bougé pendant les 6 premiers mois de la partie, 33 ans. C'était pas forcément acquis. Tout comme Porte, pour le moment en tout cas, l'entraînement baroudeur permet de stabiliser les choses. Parce que Mollema s'est stabilisé, Porte s'est stabilisé également. Après, vous allez me dire, ça va pas durer. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi que ça va pas durer. Je pense que si on en reparle dans 3, 4, 5 mois, là, dans la partie, on tirera pas les mêmes conclusions pour les vétérans. Ciccone a un petit peu évolué. Là, je vous avoue, je suis déçu. Je m'attendais quand même à prendre autre chose que un en montagne, quoi, en gros. Donc là, je suis un peu blasé. Surtout que j'aimerais bien faire de lui un leader sur un futur Giro, sur une Volta, etc. Mais tant qu'il n'a pas pris 1 ou 2 points à des endroits cruciaux, ça paraît quand même un petit peu regrettable, quoi. Ensuite, il y a l'ami Moschetti. Vous voyez, il a un peu progressé. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant, quoi. Ce 61 en montagne, 68 maintenant en vallon, c'est un peu progressé, mais ça me casse les pieds de voir des notes pareilles, même la descente est quand même cata à 68, c'est pourri, quoi. Donc bon, voilà, Quinn Simmons, lui par contre, est un motif de satisfaction, vous voyez, il y a de plus en plus de vert, et à mon sens, il y a encore pas mal de marge de progression pour notre petit Américain euh, que j'aime bien. J'ai hâte de jouer avec lui, notamment ce Tour de France. Il y aura aussi Mollema, Nibali, Brambilla et Skuins, etc. etc. Stuyven Pedersen. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.